Et bonjour mes gourmandes et mes gourmands, mes mangeurs de madeleine, j'espère que vous avez la forme. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui on peut dire que vous êtes des petits chanceux parce qu'aujourd'hui, pour le goûter, on va s'attaquer à une grosse gourmandise de ces 10 dernières années. Prenez place à table, aujourd'hui on va déguster le premier projet de SCH, enfin le premier encore disponible car dans sa prime jeunesse il avait déjà sorti quelques mixtapes, mais il s'appelait même pas encore SCH mais Schneider, bref. Aujourd'hui, vous avez compris, on va s'attaquer à A7, la mixtape la plus vendue du rap français. Faut qu'on quitte la France à l'asa, je raison de gérer ça. Faut que je la sorte du coma. Comment sur l'échange, les poids lourds. Pars pas me renier à jamais, je suis ni flic ni... Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter SCH, hein, surtout en 2024, 4 ans après qu'il ait prononcé la formule magique Oui, m'a gâté. qui a fait danser tous les campings de France. Donc je vais pas parler du fait qu'il ait aussi sorti Anarchy, Deo Favente, Julius, etc. Non. Mais on va remonter quelques années avant Bande Organisée, 7 ans pour être précis, pour voir comment est-ce que SCH a débarqué dans le microcosme du rap français avec les deux pieds décollés comme Cantona un soir de janvier 95 contre Crystal Palace. Donc on est en 2013 et SCH, encore connu sous le nom de Schneider, fort de quelques clips et mixtapes, sortis en total amateur chez La Barricade des Productions si je dis pas de bêtises, signe derrière chez le label de la Brabus Music et fait la connaissance d'un homme ô combien déterminant dans sa carrière, Guilty de la fameuse Katrina Squad si vous avez pas compris. Donc petite avance rapide et SCH fait une année 2014 très productive avec pas mal de clips, Mardi Gras, Titus, ou des reprises de bangers de cette même année, et en novembre il sort sa reprise de On fait pas ça de La Crime. Parler pour ne rien faire, on fait pas ça. Et là, il y a un premier point de bascule en termes d'exposition parce que La Crime, en fait, il va partager justement la reprise de SCH. Et pour recontextualiser, La Crime en 2014, c'est pas n'importe qui. C'était On fait pas ça comme on l'a vu, mais c'était aussi Je suis qu'un tag, je suis qu'un tag, je suis qu'un tag, je suis qu'un tag, ouais. ou encore. Qui revient foutre la merde. Donc autant vous dire que ça donnera un réel plus à l'exposition de SCH qui sans plus tarder balancera le premier clip qui bénéficiera justement de cette exposition plus large. J'ai cité La Mallette, donc c'est un clip qui est tourné en plus à la gare de Genève si je dis pas de bêtises, et qui mettra le jeune SCH sur la carte du rap français. Donc maintenant qu'il bénéficie d'une plus grande visibilité, c'est l'heure pour notre rappeur du jour d'envoyer la frappe et faire monter la hype avant sa prochaine mixtape. Et là accrochez-vous parce que ça va être ça dès le début parce qu'en mars 2015, la France découvre les vrais pouvoirs du sudiste grâce à un freestyle en direct du studio et posté uniquement sur Facebook. Tout est iconique dans ce freestyle à l'arrache, la dégaine de SCH, bouteille à la main, son pote qui roule un joint avec un sourire que t'as pas envie de croiser à 3h du mat, mais surtout le son est stratosphérique. Et pour cause en fait, il en fera l'intro de sa prochaine mixtape. Et ce freestyle ghetto se révélera comme une des plus grandes intros des projets du rap français. Ce freestyle, c'est John Lennon. Pour faire un secret, faut être deux. Pour faire un secret, je peux être seul. Pour la petite anecdote, ce son, il avait un clip à la base, mais il a vite été retiré, sûrement parce qu'il faisait trop simple entre guillemets, alors qu'à cette époque, et notamment avec la signature dans le label de Core, le producteur star derrière La Crime à cette époque, on reviendra là-dessus plus tard, et en fait, il y a un gros chantier sur toute la partie visuelle chez SCH qui sera mis en route. Et du coup, ce freestyle, ce street clip, comme on appelait ça à l'époque, il a été supprimé. Mais bon, revenons à ce fameux freestyle. Il y a un engouement, encore inconnu pour SCH, qui se crée autour de lui et de sa future tape. Et quelques semaines après avoir posté la vidéo dans le studio, il signe un contrat en licence chez Def Jam. Et là, c'est parti. Et Core bossera également, en plus du squelette déjà réalisé par Guilty, sur A7. En juin en plus, il y a La Crime qui avait déjà permis de mettre un premier flash sur SCH qui remet le couvercle et il va encore plus loin cette fois-ci parce qu'il sort son projet Repro Volume 1, une mixtape dans laquelle en fait il laissera l'outro à SCH qui nous envoie le son Million. Millions d'euros, je me ferai pas mettre dans ta rue. Plus que ça, La Crime pour sa promo faisait ce qu'on appelle une Bousca semaine, une série de vidéos étalées sur toute une semaine avec Bouscapé, dans laquelle il mettra SCH à côté de lui pendant une interview et il le fera participer au non moins légendaire freestyle Bouscari Pro. A noter que ce freestyle, avec La Crime, SCH, non évidemment, mais aussi Sadek, Brulux et Nesbill, c'est la vidéo la plus vue de Bouscapé, et ça date de 2015. Donc on peut dire qu'il y a pire comme exposition quand tu t'apprêtes à sortir aux yeux du grand public ta première mixtape. Comme faut battre le fer tant qu'il est chaud, quelques jours plus tard seulement, c'est le S qui aura son premier, et pas son dernier,
Freestyle Bouscapé, dans lequel on comprend que SCH est un réel passionné de rap, y compris old school, parce que ce freestyle, il le fait sur la phase B non moins classique d'Homme de l'ombre de Lunatic. Il va même rentrer de la même manière qu'Ali sur le morceau. Ça commence par vouloir ressembler aux aînés. Ça commence par vouloir ressembler aux aînés. Ça sera pas la première fois qu'on comprendra que SCH a énormément été influencé par Booba. Sur LIF, sur Autobahn, il dit pénalty dans l'agression, son qui met la pression, qui était un titre de Lunatic. SCH, il a aussi des titres qui s'appellent Météore, Temps mort, Garci mort. Et même si c'est inconscient, comme il le dit, ça montre bien l'influence de Booba dans la jeunesse du S. Mais bon, je vais pas repartir à reparler de Booba, sinon hein, on n'en a pas fini avant un bon moment. Bref, revenons à la montée en puissance avant A7. Donc on était où la Bouscasmen et le freestyle solo sur Bouscapé. Donc faut savoir que ce freestyle, en fait, je me le suis mangé vraiment super fort parce qu'à ce moment-là, on avait un changement de génération à cette époque. Je ferai d'ailleurs sûrement un épisode sur le switch de génération qui s'opère vers 2015-2016 et voir qu'un mec qui a une esthétique et une proposition tellement éloignée des codes classiques, basiques du rap, mais connaît à fond justement ses sons classiques mythiques, ça m'a un peu, je vais pas dire réconcilié, mais ça m'a rassuré, voilà, vis-à-vis de ce personnage justement tellement différent, tellement unique. Parce qu'à ce moment-là, SCH, je me le prends pas vraiment en fait. J'avais découvert avec la mallette en 2014, et le truc était tellement bizarre au premier abord que, je trouvais ça limite cryptique quoi. Un mec de 60 kilos, cheveux longs, une voix distordue presque, on comprend pas bien ce qu'il dit. Faut se mettre dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, Booba se faisait encore blâmer, était encore un peu décrié pour son utilisation de l'autotune. Vous imaginez, Booba est décrié pour l'utilisation de l'autotune, d'un coup vous mettez un mec comme SCH qui débarque, on comprend qu'il y ait pas mal de gens qui aient pu être réfractaires, ou en tout cas qui comprenaient pas. Et ce truc-là, ça va continuer avec les clips qui vont arriver, notamment Champs-Élysées et Fusil, où les codes vestimentaires, l'attitude diverge en fait tellement de ce qu'on connaissait jusque-là dans le rap français, sans pour autant vouloir caricaturer les codes du rap, hein. Mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est vraiment diamétralement, pas nécessairement opposé, mais c'est très 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 éloigné quoi. Du coup, en parlant de clips, SH il se fait très discret après celui de Million en juin 2015. On sent en fait qu'il prépare le sprint final pour la sortie d'A7. Et d'ailleurs, quel sprint final! Il sort de sa tanière mi-octobre, soit un mois avant la sortie du projet, avec le clip de Gomorrah. Donc c'est un son incroyable. Et encore plus, je trouve, dans l'album. On verra pourquoi plus tard. Le clip, il a été tourné à la Scampia à Naples. Donc c'est un quartier sur lequel la mafia napolitaine, elle a vraiment une grande emprise. Et il faut savoir que quelques mois plus tôt, un petit groupe de rap français, vite fait connu, il y tournera pareil un petit clip qui a peut-être fait un petit peu de bruit. C'est le même quartier où PNL a clippé Le Monde ou Rien. Je sais pas ce qu'il y avait en 2015 à la Scampia, mais on dirait que c'était le rendez-vous pour toute une nouvelle génération du rap français. Et 2 semaines après le clip de Gomorrah, on découvre le clip de Liquide, en feat avec Lacrim en très grande forme, et on sent vraiment qu'on se rapproche dangereusement de la sortie de A7. Parce que à peine 9 jours plus tard, on aura le droit au dernier clip avant la sortie de la mixtape. Et quel clip, messieurs dames, puisque en fait ce single, qui est sorti dans les arrêts de jeu, puisqu'il sort 2 jours avant, il sort le 11 novembre, et la mixtape sort le 13, c'est le titre éponyme, c'est A7. Et pareil, tout est mythique dans ce clip. Les flammes, les yeux noirs, le serpent, le cuir, le costume de SCH, ça y est. Il a sa DA si particulière, il la tient. Et je trouve qu'il y a vraiment un côté forme finale dans ce clip qui marquera d'ailleurs vraiment les esprits. Et ça, c'est sans parler du son en lui-même qui est une frappe cosmique. Voilà, c'est tout simplement une frappe cosmique. Le nombre de phrases dans cette seule musique qui sont restées dans la tête des gens, c'est vraiment légendaire. Donc le clip sort 2 jours avant la mixtape et il clôt de la plus belle des manières, je trouve, cette montée en puissance de SCH avant A7 qui va s'affirmer comme une tête d'affiche du rap français et qui prouve que va falloir composer avec lui dans les années à venir quoi. En termes de chiffres, A7 va faire 12 500 ventes en première semaine, mais 6 mois plus tard, A7 sera certifié double platine, c'est 200 000 ventes. Ce qui montre en fait quelque chose de très intéressant, c'est que le projet, il a duré dans le temps. Et c'est pas rare de nos jours que les albums ils fassent des grosses ventes en première semaine, notamment dû à des grosses précos ou des grosses ventes en physique, notamment pour les têtes d'affiche, mais qui s'écroulent à la 2e et encore plus à la 3e semaine. Ici, on n'a pas du tout ce phénomène, bien au contraire, puisqu'en fait SCH, il a fait une première semaine d'exploitation très honorable, avec ses presque 13 000 ventes, pour un premier projet, ce qui est vraiment très honorable, même très bien.
Et encore plus quand on prend en compte la proposition artistique très singulière d'US, qui dénotait et qui dénote d'ailleurs toujours du reste du rap français. SCH, c'est une voix à part, une interprétation, une écriture, des visuels, des manières de s'habiller qui sont radicalement différentes du reste du rap français. Et en gros, malgré ce truc très à part, très différent, il avait fait quasi 13 000 ventes en première semaine pour sa première apparition, entre guillemets, aux yeux du grand public avec un disque, quoi. Et en fait, le véritable tour de force avec ce projet, c'est pas les 12 500 ventes alors qu'un an et demi plus tôt t'étais un inconnu, c'est le fait de faire 200 000 6 mois plus tard seulement. Ce qui montre vraiment la durabilité du projet qui a permis de passer de ces 12 500 à 200 000 en quelques mois, et qui montre bien que les gens sont restés très accrochés, très attachés à ce projet, et qu'on est loin des albums que j'appelle à date courte. Vous savez, c'est ces albums qui font des grosses premières semaines, mais qui au bout de 2-3 semaines sont oubliés et que plus personne n'écoute. On a de plus en plus ça depuis quelques années. Et voilà, et du coup avec les années, la mixtape elle est devenue... en novembre 2021, donc ça fait 3 ans, la première mixtape a atteint le disque de diamant. C'est 500 000 ventes. En même temps, le projet il est porté par des clips qui connaissent des énormes succès, et ça bien avant TikTok, et les vues vont crescendo en fait. Le clip de Gomorrah, quelques semaines avant la sortie, aujourd'hui il est à 51 millions de vues. A7, son clip c'est 79 millions, Champs-Élysées c'est 83, et Fusil c'est 142 millions de vues, et des dizaines de covers. Oui, à l'époque c'était pas les TikTok ou je sais pas quoi, la méta c'était de faire des covers de tubes, et ça permettait de juger et de jauger l'impact d'un morceau sur la population. On peut également mentionner que pour remercier ses fans des très bons résultats de vente des premières semaines, SCH il dévoile le clip du légendaire son Morpheus qui n'est même pas sur l'album mais qui fait quand même 40 millions de vues. Champs-Élysées c'était vraiment le premier tube aussi de la carrière de SCH, et peut-être même le son qui le fait devenir mainstream, le fait vraiment rentrer dans la culture pop, notamment avec le fameux Palouet. Mais bon, assez parlé de stades, de dates, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mixtape? Déjà il y a 14 tracks, ce qui est je trouve d'ailleurs une longueur idéale, surtout pour un jeune artiste. Oui, parce que je l'ai pas précisé, mais SCH il sort ce classique qui est à 7, oui je vous spoil, c'est un classique indéniable, mais il a seulement 22 ans. Je sais pas si on se rend compte de la puissance de cette info. Il a 22 ans, avec une DA si tranchée, un style si affirmé, et surtout une telle maturité à l'écriture. Je trouve ça vraiment fou, parce qu'en fait, voilà, A7 ça regorge de bijoux en termes d'écriture, vraiment des petites perles qui distillent comme ça, poc poc poc, tout au long des 14 titres de la mixtape. Et si on plongeait vraiment dans le contenu de ce projet iconique, comme dirait Lino sur Jour de tonnerre, Qu'est-ce que je pourrais dire qui a pas encore été dit? dans la première partie j'ai été assez dithyrambique, donc je vais contrebalancer en parlant un peu, pas beaucoup, vous inquiétez pas, de ce que j'aime un peu moins sur A7. Malheureusement, en fait, selon moi, le projet, c'est pas un no-skip. Sur les 14, il y a 2 ou 3 sons que je trouve vraiment un cran en dessous du reste, mais j'ai presque envie de dire que c'est normal. Sur toute la tracklist, il y a une quantité phénoménale de morceaux classiques, iconiques, des tubes, tout ce que tu veux, voilà. Donc c'est normal qu'il y ait quelques morceaux en dessous, et selon moi, ces morceaux, c'est Drogue Prohibée, Pas de manière en feat avec Lapsolaps et Sadek, et j'irai même, attention, jusqu'à Champs-Élysées. Oui, Champs-Élysées, je suis pas fan, surtout au début. Désolé, mais c'est comme ça. Mais de prix abord, voilà, Champs-Élysées, j'accroche pas. À la première écoute, j'aime pas le tube qui portera l'album, parce que je suis pas quelqu'un qui, à propos des tubes, des trucs plus légers, je suis plus A7 que Champs-Élysées, par exemple. Voilà, pour reprendre des morceaux de ce projet. Ou autre exemple, je suis plus Qui es-tu de Damso que Macarena sur Ipséité. Je suis plus 4G que 9-2 Yveron sur Nero Nemesis. Il sort 3 semaines après A7 d'ailleurs. Putain, quelle année 2015. C'était vraiment un bordel. Si ça vous intéresse, j'en parlerai sûrement, je pense, de cette année 2015. Donc j'en étais où Ah oui, Champs-Élysées. Donc ouais, je disais que je trouve que ces quelques sons sont un cran en dessous du reste de la tracklist. Bon, surtout Drogue Prohibée et Pas de manière. Champs-Élysées, je vais le laisser un peu tranquille. Mais parce que la tracklist est tellement iconique, tellement phénoménal. On peut se faire la tracklist dans l'ordre. Hein. Le diptyque John Lennon A7 en entrée de projet, c'est le GIGN qui débarque chez toi quand t'appuies play. Vraiment, c'est l'explosion du gouffre de Helm. L'enchaînement des deux, c'est phénoménal. Le moment où John Lennon se finit et A7 prend le relais, c'est incroyable. Je trouve que cet enchaînement est tellement fort que les deux morceaux sont assez indissociables en fait. Je me vois pas écouter juste John Lennon et pas enquiller sur A7 derrière. Et c'est pas la dernière fois que SCH nous servira un diptyque sur ses albums.
Par exemple, sur Julius, je trouve qu'il y en a un qui est très bon, mais qui cette fois-ci est en fin d'album. C'est le diptyque Ciel Rouge Bénéfice. Mais bon, ça c'est une autre histoire que je compterai sûrement un jour, c'est obligé. Voilà, il faut que je parle de Julius un de ces jours. Ensuite, dans la tracklist, Solide, voilà, classique. Gédéon, classique. Rêve de gosse, classique. Enfin, il a 22 ans. S'il vous plaît, il a 22 ans, il fait ça. Après Rêve de gosse, il y a Jenny et Chiro qui s'enchaînent direct avec Gomorrah. C'est incroyable, pareil. D'ailleurs, à la base, Jenny et Chiro, ça contient un dialogue de la série Gomorrah. Ce dieu qui sait tout et voit tout, tu y crois? Mais sûrement pour une raison de droit d'auteur, il reste que la prod, qui est fabuleuse d'ailleurs, et que dire de la transition. L'enchaînement se fait vraiment pile au moment du drop, c'est du miel, voilà, c'est du miel, il n'y a pas d'autre mot. Et là, on est pile à la moitié de l'album, je sais pas si on se rend compte, enfin de la mixtape pardon, mais un tel enchaînement de 7 sons pour inaugurer sa discographie solo, voilà, sa discographie solo, et commence pour le grand public. À ce moment-là, il commence sa discographie solo avec 7 sons, et sur les 7, il y a 7 classiques. Qui fait ça à 22 ans? Donc je vais peut-être m'emballer et exagérer, mais bon, je m'en fous, on parle de SCH, voilà, rien à foutre. C'est mon podcast de toute façon, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà. Vous venez me charger, allez. Franchement, est-ce que depuis Temps Mort, et qui est la plus grande performance d'un rappeur français de tous les temps, voilà, j'ai pas peur de le dire, est-ce qu'il y a un premier projet solo qui démarre aussi fort sur la première moitié? Perso, j'en vois pas. Le parallèle, il tient la route, hein, puisque Temps Mort, c'est aussi 14 titres, et c'est aussi l'enchaînement des 7 premiers morceaux qui marquera l'histoire. Et parmi ces 7 premiers morceaux, c'est que des classiques. C'est le titre éponyme, donc Temps Mort, Ma définition, Le bitume avec une plume, Indépendant, bref, voilà. Si vous connaissez Temps Mort, vous comprendrez la comparaison, je pense. Si vous n'avez pas écouté Temps Mort, je vous autorise exceptionnellement à arrêter ce podcast, mettez en pause, allez écouter Temps Mort, vous revenez une petite heure plus tard, et je pense que vous aurez compris. Rien qu'avec ça, je pense que vous comprenez, pour ceux qui ont écouté A7, quand je dis que Pas de manière et les autres sons que j'ai cités comme moins bons le sont en fait. Mais voilà, c'est moins transcendant, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est le bon terme, moins transcendant. Parce que les sons un peu en dessous sont quand même chauds. Bon, vraiment Pas de manière, j'arrive pas. Le couplet de Lapsolaps, j'y arrive pas. Mais le reste, en fait, à un niveau tellement haut que quand tu fais des bons sons, bah ça reste pas des déchets, le terme est trop gros, mais vous avez compris quoi. Ça reste un cran en dessous. Et ces sons, le cran en dessous, en fait, qui ont un cran en dessous, pardon, ils ont un point commun. Et c'est que c'est la partie qui a été faite avec Core et non avec Guilty. Rappelez-vous, en fait, dans l'intro, j'avais dit que au printemps, SCH signe chez Def Jam via Core, et ce qui fait qu'il y a une certaine scission dans la mixtape qu'on ressent d'ailleurs assez clairement. Les 8 premiers morceaux sont ceux qui ont été faits avec Guilty, et les autres ont été faits avec Core et ses équipes. Et on l'entend vraiment, je trouve. Même si, mauvaise idée, le 8e et dernier son qui a été fait avec Guilty est pas aussi impactant que les 7 premiers. Même s'il reste très bon, avec des phrases encore super bien tournées, qu'on retient bien, mais l'ensemble du son est pas aussi mythique que la première moitié. En gros, on entend une certaine différence d'esthétique entre les deux, entre les morceaux faits avec Guilty et ceux avec Core, enfin ça s'entend. L'enchaînement liquide, drogue prohibée, Pas de manière et Champs-Élysées, ça n'a rien à voir en termes de sonorité avec l'enchaînement que j'ai cité juste avant. Les John Lennon, A7, le Solide, etc. On entend que c'est des sonorités différentes. Mais ça veut pas dire que la partie de Core est totalement à skip et totalement moins bonne. Loin de là. Rendons à César ce qui lui appartient, on a quand même eu, grâce à Core, un autre diptyque dans le même projet qui est tout aussi fort que celui en début de mixtape, mais d'un style d'ailleurs très différent. C'est la combinaison de Je reviens de le loin et Fusil, qui marque une rupture avec les autres morceaux de la partie Core, en ne cherchant pas le tube, le banger, etc., comme avec Champs-Élysées ou Liquide, mais qui laisse beaucoup plus la mélancolie et la tristesse d'FCH prendre le dessus. Donc ouais, je disais que ça tranchait avec les autres morceaux faits par Core, parce que je trouve que sur ce diptyque, les prods prennent bien moins de place que les sons d'avant, avec juste des pianos, quelques drums, et qui laissent vraiment la part belle à un SCH qui est vraiment à fleur de peau, comme si après une grosse montée en puissance avec les prods très imposantes plus tôt, on se posait enfin assis sur un banc et on regarde dans le vide, voilà, emmêlé dans nos pensées. Il y a vraiment ce côté-là, grosse montée et après la rechute. En conclusion, sur ce que j'aime le moins, ce serait un léger manque d'uniformité et d'impact entre les deux moitiés de la mixtape, sans pour autant dire que la partie de Core est mauvaise, hein, évidemment, je l'ai dit plus tôt, mais je trouve que niveau impact, c'est quand même plus léger. Après, je dis que c'est plus léger, mais malgré tout, il y a quand même
des tracks dans cette deuxième moitié qui deviendront des classiques et des tubes, mais je pense que c'est aussi une question de goût. Comme j'ai dit plus tôt, voilà, je suis plus Gomorrah que Champs-Élysées. J'ai l'impression que sous l'égide de Core, on dilue légèrement la patte SCH, alors que chez Guilty, j'ai l'impression qu'elle prenait encore plus d'ampleur, qu'elle était vraiment multipliée, quoi. Après, cette scission entre les deux moitiés peut être aussi vue comme une bonne chose en fait, parce que je viens d'y penser là. Mais au final, avoir toute la partie Guilty, puis toute la partie Core, et pas d'avoir des sons alternés en mode un de Guilty, un de Core, etc., ça permet d'avoir un enchaînement de morceaux légendaires qu'on n'aurait pas eu en cas de mélange des deux moitiés. On peut faire une tracklist alternative là pour voir par exemple. Bon, je garde le duo John Lennon à 7 en entrée parce que voilà, faut pas déconner, je vais bien être gentil, mais ça serait criminel de séparer les deux à mon goût. Mais après ça, on aurait pu avoir un Drogue Prohibé, enchaîné avec un Solide, après t'as Liquide avec la Crime, après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais pas moi, mettre Gédéon, Pas de Manière, le diptyque Jenny et Chiro avec Gomorrah, bref. Vous avez compris le principe. Et je pense que la perception de ce projet aurait été très différente avec un séquencing alterné, à la place d'avoir deux blocs distincts. Voilà. Bref, les choses que j'aime le moins sont sur la deuxième moitié du projet, surtout, mais c'est sûrement une bonne chose d'avoir fait deux parties distinctes, parce que ça donne un côté où il n'y a pas de skip dans les 8-9 premiers sons, et je trouve que c'est trop important dans un projet, ça. C'est super important parce qu'en fait, je sélectionne pas des sons pour les mettre dans des playlists de sons que j'aime. Au contraire, j'aime bien lancer un album, et ça, c'est vraiment deux choses différentes, deux manières d'écouter de la musique différentes. Et par exemple, je préfère avoir, sur un album de 15 titres, un enchaînement de 6-7 morceaux incroyables, puis 2-3 sons bons, mais voilà, pas la folie, et un ou deux sons pas fous, et encore des bons sons pour finir. Ça donne une base beaucoup plus solide que d'éparpiller les sons incroyables tout au long du projet. Parce que un son sur deux, tu vas peut-être devoir le skip, et c'est chiant en fait. Mais je trouve que ça déteint sur l'homogénéité du projet. Voilà. Donc bref, je pense que ça c'est au goût de chacun. La parenthèse sur le séquencing, voilà, je la termine maintenant. On va pouvoir passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire ce que j'aime dans cette fameuse mixtape, dans ce fameux A7. Je parlerai des prods de Guilty, qui sont vraiment sur mesure pour SCH et son personnage si particulier. À part l'espèce de clavecin sur Mauvaise Idée, dont je suis pas fan, mais là encore c'est une question de goût, je trouve que le reste du travail proposé par le producteur de la Katrina Squad est majestueux. Et je trouve que ces instruments là, ils font pas dater, alors qu'A7 est sorti il y a quasi 10 ans. Voilà, ça fait plus de 9 ans là, aujourd'hui à l'heure où j'enregistre, puisqu'on est en décembre 2024. Et en 10 ans, l'évolution du rap, c'est pas rare d'avoir des prods qui sur le coup sonnent très bien, mais qui une décennie après, on sent le coup de vieux qu'elles ont pris, quoi. Et ce truc-là, c'est encore plus vrai quand tu fais des instrus qui s'imprègnent du son d'une époque, qui suivent une mode et des codes bien précis. Parce que une fois que ces codes ils sont passés de mode, tout de suite ce que tu auras fait prendra un coup de vieux et semblera daté. Et ça marche dans beaucoup de domaines, hein. Pas que dans la musique, même dans le visuel. Par exemple, les pochettes d'albums de rap français milieu-fin des années 2000 qui répondent à des codes précis de cette époque-là, elles ont très vite vieilli, tandis que des pochettes plus sobres, plus universelles semblent avoir moins vieilli, parce qu'elles sont moins marquées d'une époque, elles sont moins datées, si j'ai envie de dire. Et du coup, plus difficile à déterminer de quand est-ce que ça a été fait. On peut même faire ce parallèle dans le cinéma, par exemple. À toute fin des années 90, début 2000, on a une explosion technologique dans le cinéma, qui fait que le milieu utilise de plus en plus d'effets spéciaux numériques pour gagner du temps, et surtout de l'argent, on va pas se le cacher, à la place d'effets spéciaux pratiques, comme les animatronics par exemple, ou l'utilisation de figurants, de maquillage, voilà, au lieu de tout faire par ordinateur. Et comme la technologie avance à une vitesse considérable, le tout numérique aura très vite l'impression d'être périmé, puisque 3, 4, 5 ans plus tard, la technologie aura tellement avancé que tout ce qui aurait été fait, admettons 4 ans plus tôt, semblera totalement à la ramasse. Mon exemple favori, Le Seigneur des Anneaux, qui est sorti, la trilogie est sortie il y a plus de 20 ans, voilà, il y a plus de 20 ans, et à part, il y a 2-3 fonds verts qui sont quand même pas mal grillés, la trilogie, elle semble avoir moins vieilli, les orques sont mieux faits, sont plus réalistes que dans la trilogie du Hobbit, qui est 10 ans plus jeune. Voilà, le Hobbit, ça sort 10 ans plus tard. Mais dans la première trilogie, les orques que l'on voit de près sont des vrais gens maquillés, nous donnent vraiment une impression beaucoup plus réaliste, de poisseux, de sale. C'est beaucoup plus palpable en fait que ceux de la trilogie Hobbit qui sont faits en CGI et qui ont un aspect beaucoup plus lisse et moins réaliste du coup.
Voilà. Bref, je me suis encore éparpillé comme d'hab, mais je pense que vous avez compris le parallèle que je voulais faire. Mais voilà, revenons quand même au prod d'Asset parce que si je continue pareil sur le Seigneur des Anneaux, c'est comme Booba, on l'a pas fini. Les instrus de Guilty donnent un côté orchestral, plus organique, voire grandiose même, avec des pianos, comme sur John Lennon ou sur le refrain de Solid, accompagné de cuivre, voilà, qui donne un aspect beaucoup plus dense à la prod, sans pour autant la surcharger. D'ailleurs, pour la petite anecdote, à la base, il n'y a pas l'espèce d'effet radio au début du son John Lennon. Si vous écoutez le son, vous savez de quoi je... Si vous avez écouté le son, vous savez de quoi je parle. Et cet effet de radio, c'est un ajout de corps, comme quoi blâmer corps pour tout ce qui va pas dans Asset, c'est de la mauvaise foi. Mais voilà, pour en revenir au taf de Guilty, la prod de Asset a vraiment aussi ce côté grandiose, ce côté gothique, baroque, enfin voilà, avec les chœurs tout au long de la prod, qui accompagne la voix d'un SCH qui est tout droit venu du 4e cercle de l'enfer de Dante. Et cet aspect démoniaque sera encore plus appuyé par le clip, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, avec les flammes, les yeux noirs, le serpent, voilà. Vous voyez le truc. Voilà. Sur Gédéon, pareil, le son démarre très lentement, avant les drums, et avec, on dirait, des cloches tubulaires peut-être, comme pour annoncer l'arrivée d'une entité. Voilà, comme une entrée dans des sports comme la boxe ou le catch, voilà. Des fois il y a des sons de cloche, comme ouais, pour annoncer une arrivée imposante, et ça renforce encore plus le côté gothique du personnage. En plus on entend encore des cuivres sur le pré-refrain, et je trouve que ça donne vraiment du corps aux prods qui accompagnent XCH. Et que dire? Ouais, que dire sur la prod de Gomorrah qui donne des frissons en fait. Voilà, surtout quand on écoute au préalable la montée en puissance sur Ginny et Chiro. C'est pas pour rien qu'en 2017, Guilty propose à SCH de faire tout un album dans la veine un peu du son Gomorrah, ce qui donnera Julius. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire que je vous conterai. Oui, je vous parlerai de Julius. Voilà, c'est bon. En vrai, je dis en mode comme si vous me le demandiez, mais non, c'est moi. J'ai envie de parler de Julius. Et donc juste avant, je disais que les prods elles accompagnent SCH, car aussi fortes soient-elles, et Dieu sait qu'elles le sont, SCH reste le personnage principal du disque. Et c'est en lui que réside la force d'Asset. Parce que sur ce disque, SCH il est touché par la grâce, ou une malédiction, plutôt. Tant il délivre une performance globale de très haut niveau, du haut de ses 22 ans, voire moins. Parce qu'il doit y avoir des sons qui ont été faits avant ses 22 ans, puisqu'il les a eus en avril 2015. Voilà, donc la performance des SCH, elle se trouve tant au niveau de l'écriture chirurgicale et très imagée que de l'interprétation. Voilà, SCH il semble vraiment sortir des abysses. On dirait que Julien Schwarzer est habité par SCH, que ce soit quand il pousse sa voix à fond sous autotune ou juste être dans une sorte d'exagération d'agressivité, comme si les mots ils sortaient du fin fond de sa gorge, mais qui est trop étroite en fait pour l'entité qu'il habite. Cet aspect, ça se retrouve aussi dans les bruitages qu'il fait, tous les ou même les, mais surtout ce qui deviendra son gimmick de service, le mythique qu'il a depuis la mallette. Et qu'il a gardé jusqu'à aujourd'hui en fait, encore 10 ans plus tard. Donc ce côté exagéré dans l'interprétation, c'est aussi un truc qu'on peut mettre sur sa détermination à réussir dans le rap. Parce que même s'il est très jeune, voilà, pendant la confection d'Asset, il rappe pas depuis 6 mois. Ça fait bien 7-8 ans, il a quand même de la bouteille à ce moment-là. Et là, il voit enfin une lueur d'espoir, une opportunité en or. Et comme il le dit dans le titre éponyme, Je peux pas perdre une minute. ou sur l'outro, on peut entendre SCH nous dire je suis parti, j'ai pris des risques, mais je vais pas revenir pauvre. Et le fait qu'on retrouve ce genre de phrase aux deux extrémités de la tracklist, ça montre bien que ce sujet, c'est une obsession en fait, qui englobe le projet du début à la fin. Et c'est pas les seules phrases dans ce sens de détermination à tout exploser dans le rap. Rien que dans l'intro, la première phrase du premier couplet, c'est « Faut qu'on quitte la France à l'aise ». Et sur le même morceau, on entend « Je suis venu marquer l'histoire à la Wu-Tang ». On peut entendre au final une expression des deux objectifs de SCH sur le même titre, c'est-à-dire faire des gros sous en priorité et si possible en prenant le rap français en otage. La seconde du rap sous mon gilet. C'est la première phrase du deuxième son de la mixtape, donc ça montre vraiment dès le début la volonté et la détermination sans faille du jeune SCH. Voilà, tout le long de la mixtape, il exprime clairement qu'il veut devenir riche, tout simplement. Cette détermination à faire succès, il l'a parce qu'il veut pas finir sa vie à l'usine. Il veut pas faire partie de ces Intérimaire insortable.
comme il le dit dans A7. Ou encore, ma santé pour un SMIC, je préfère crever riche et solo, qui montre tout son état d'esprit en fait. Il veut vivre, il veut être libre. C'est le pré-refrain de Rêve de gosse. Hein. Le refrain de ce son-là, c'est « J'ai pas vécu mes rêves de gosse, je veux me sentir vivre ». Pareil, sur Solide, on entend « Une vie dans la gloire en vaut deux ». En plus, on peut voir qu'il a déjà le goût du luxe. Sur Gédéon, SCH, il rappe « Je veux ma paire de Dita, addict au cuir de l'habitacle ». Mais en fait, le son qui symbolise le plus cet aspect-là, c'est Champs-Élysées, tout simplement. Et ça, rien que par le refrain iconique. Féfé sur les champs. Voilà, je suis sûr que vous avez fini la phrase de votre côté. En fait, il veut juste pas connaître les mêmes problèmes financiers dans lesquels il a vu ses parents. Et on l'entend sur Solide, il dit Chrome sur Chrome, papa ruiné. Sur Je reviens de loin, il chante Papa n'a pas trouvé sa voix. Ou encore Les mineurs zones ivres aux frais de père et mère insolvables sur A7. Mais avoir une interprétation si originale et si unique, apportée en partie par une grosse détermination, c'est bien. Mais avec des textes forts, c'est encore mieux. Et c'est clairement ce à quoi on a le droit dans A7. L'écriture de SCH est très très forte, très puissante, très imagée. Et c'est ce qui fait sa force encore aujourd'hui d'ailleurs en termes d'écriture. Quand la fougue de la jeunesse qui donnait cette interprétation si caractéristique s'est plus ou moins envolée, ou du moins s'est transformée, son écriture millimétrée, elle reste. C'est l'essence même, je pense, du rappeur SCH. Il arrive à se livrer dans ce projet, mais tout en gardant une certaine pudeur via ses images. C'est très différent de la manière de se livrer qu'ont un Gizmo ou un Isha, qui ont un côté très brut, très impudique pour parler de leurs failles, de leur passé, etc. Et les thèmes sur lesquels il se dévoile, ils le suivront tout au long de sa carrière, puisque dès A7, il va beaucoup nous parler de ses parents. Et les deux d'ailleurs, hein. Pas que de sa mère, parce que dans le rap français, il y a toujours ce rapport à la mère de l'artiste, c'est très fréquent que l'artiste en parle. Dans A7, il y a beaucoup de phrases évidemment où il parle de sa mère. Par exemple sur Fusil, j'affronterai quand même avec ou sans love, tant que ma mère n'est pas sauve. Mais il n'y a pas que sur les sons mélancoliques qu'il en parle, ou qu'il lui parle directement d'ailleurs. Parce que même sur Liquide, c'est vraiment un banger avec la crime, on peut entendre dès le début « Maman sèche tes larmes, c'est sur toi que mes deux yeux sont rivés ». Mais comme je disais il y a 2 minutes, la figure paternelle est aussi essentielle à la construction et à l'écriture de SCH, mais ce sont des phrases très différentes de celles sur sa mère. Parce que autant la figure maternelle est omniprésente dans le global de SCH, la figure paternelle l'est tout aussi omniprésente, mais de par son absence. Je sais pas si c'est compréhensible, mais voilà, on va dire que l'absence de son père et de la relation très distante qu'il a avec lui prend beaucoup de place dans ses textes. Voilà, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est plus compréhensible. Même si je préfère quand même la formule d'absence omniprésente, je trouve que ça fait un bel oxymore, ça régale. Ce truc-là avec son père, ça traverse toute sa discographie, comme un fil rouge. Et dès le premier projet, on revient sur Liquide encore une fois, où SCH il rappe on connaît pas nos peurs, on connaît peu nos pères. Comme quoi, on peut faire des bangers sans pour autant n'avoir que des phases ego trip. Ou même sur A7, hein, le son, il y a une punch qui est devenue classique, légendaire, tout ce que vous voulez. C'est quand SCH il rappe papa recherche en lui un gosse mort à la buvette. Donc ouais, cette phrase, elle marque vraiment un père qui a sombré dans l'alcoolisme à cause de ses regrets, quoi. Et l'absence de son père, c'est un thème qui va vraiment le suivre tout au long de sa carrière, puisque sur Anarchy, l'intro de l'album suivant A7 dont on parle là aujourd'hui, SCH il rappe j'ai grandi mais papa m'a pas vu faire. Et jusqu'à même aujourd'hui, hein, puisqu'on est en 2024, à l'heure où j'écris ça, et sur le deuxième single de Julius 3 qui est sorti aujourd'hui, au moment où j'enregistre, donc le 6 décembre, SCH il clôt le refrain en disant « Ma mère m'a vu mentir, mon père m'a pas vu grandir ». Mais je trouve que le son qui marque le plus cet aspect relationnel avec son père, c'est dans La Nuit sur Deo Favente en 2017. SCH nous offre un son qui se rapproche plus de la chanson française que du rap pur et dur. Et dans ce grand morceau, on entend Ça sent l'essence dans le tuyau jaune. Quand papa siphonnait le semé, les clopes et les doigts jaunes, les rêves noyés dans un de mes. dans cette phrase, il y a tout ce que je disais il y a 30 secondes. L'alcool, les regrets, les bribes de souvenirs d'SCH concernant son père. Souvenirs qui semblent très abstraits, hein, comme des flashs, pour nous exprimer le fait qu'il a simplement pas de souvenirs précis, forts et marquants avec son père, quoi. En plus, comme les chiens font pas des chats, ou pour les adeptes de Julius, si vous préférez, que les loups ne font pas des... Gentil petit minot. Les loups font des loups.
Ti basta. SCH, il tend malheureusement à avoir les mêmes démons que son père. Et ça, on comprend en captant le nombre de fois où le Marseillais parle de sa consommation d'alcool et de joint aussi. On entend bois la tétaille, mon foie dans les toilettes, ou encore plus je fume, plus je m'enfonce dans le fauteuil, ou sur mauvaise idée. On entend aussi je me suis noyé dans le fond de mon revêt, j'ai survécu, j'ai tout bu. Donc tel père, tel fils, qu'il le veuille ou non. 6-7 mois plus tard, sur l'album Anarchie, on retrouve le son Essuie tes larmes, où à 2 reprises, SCH parle de son père. Dans un premier temps, il nous avoue. Je me vends mon père, je le sais, je le suis. Et dans un second temps. Je me vends mon père, je le sais, mais je le fuis. Donc voilà, il voit bien que plus le temps passe, plus il va ressembler à son père, au fameux Otto. Et justement, le temps qui passe et la peur qui en découle, c'est une très grosse thématique dans l'ensemble de la carrière d'SCH, que ce soit d'un point de vue personnel, comme sur Mauvaise Idée, où il sort La folie me prendra, j'aurai pas le temps de crier, le temps passe, l'œil sur le calendrier, et il a ce truc de surveiller le temps comme si il allait y avoir une quelconque influence dessus. Mais voilà, ça revient d'ailleurs plusieurs fois dans ce côté surveiller le temps dans sa discographie, puisque rien que sur le son Anarchie dont j'ai parlé juste avant, il y a cette phrase on court pour mourir libre, je matais que l'horloge comme si j'allais mourir dans l'heure. Autre exemple de l'importance du temps pour lui, pour une fois c'est même pas une phrase, c'est la prod de Skydweller sur Julius, où on entend une trotteuse qui court tout au long de l'instru, en sachant que Skydweller c'est une gamme de Rolex. On peut pas faire beaucoup plus explicite je pense. Mais ce qui inquiète SCH par rapport au temps qui défile, c'est surtout l'impact que ça a sur ses proches. Enfin, je dis sur ses proches, mais c'est surtout ses parents et encore plus sa mère, quoi. À plusieurs reprises, il en parle sur le projet. Par exemple, sur Solide, on craint pas les képis, on craint de voir maman rider. Sur Fusil, il dit père et mère vieillissent pour refaire un pas en avant dans sa discographie. Sur Allô maman, il écrit Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Et donc toutes ces thématiques mélancoliques, nostalgiques s'entendent sur un fond d'image lié au grand banditisme, à la mafia, surtout apporté par le titre Gomorrah, qui est très visuel, comme s'il nous montrait un tableau. Par exemple, voilà, SCH, il va rapper au fond de la succursale, assiégé à une table, dressons l'état des ventes. On imagine tout de suite une pièce sombre, éclairée par une simple ampoule, un cendrier, une conteuse, etc. Ou encore, on a trouvé les décors de la ville, estimer le prix de leur vie. Je trouve le mot décor est assez important pour nous signifier que la ville est juste là pour donner un lieu à ces histoires de mafieux, et évidemment, quand il dit estimer le prix de leur vie, on comprend bien qu'il parle de têtes qui sont mises à prix, quoi. Donc voilà, ce milieu mafieux, il traîne tout au long de la mixtape. Dès le début, il dit « Je suis dans le middle comme Arcy », qui est une référence au film Mafia de 2017. Et en plus, quand on dit qu'on est dans le milieu, on parle généralement de la mafia, etc. On peut penser par exemple au titre de Rof, Le Milieu, sur La fierté d'un autre, qui fait également référence. Normalement, il dit Pacino, Marlon Brando, De Niro, etc. Donc tous ces grands acteurs qui ont joué dans des films autour du grand banditisme. Donc je pense que j'ai fait le tour du projet A7 là, avec quelques parallèles à ce que SCH nous livrera les années d'après, parce qu'au final, A7 c'est ça, c'est une porte d'entrée. C'est une carte de visite sur ce que nous proposera SCH en termes d'interprétation de personnages, de textes et de concepts. Notamment sur cet univers de mafieux, qu'il poussera sur tout un projet 3 ans plus tard avec Julius, en collaboration totale cette fois-ci avec Guilty et la Katrina Squad, après 2 ans où ces derniers ne bosseront quasiment plus ensemble. Et après Anarchie et Dofavente qui ont tous les deux reçu un accueil plutôt mitigé, Guilty reviendra vers SCH en lui proposant de faire un album entier dans le style du son Gomorrah, et ça donnera Julius en octobre 2018. Par contre, la deuxième partie d'A7 nous montre un peu plus ce que sera SCH dans un futur proche, avec un côté plus tubesque qui sera plus marqué, qu'on retrouve notamment sur Anarchie avec Je la connais, ou sur Deo Favente qu'encore s'inspire beaucoup, voire même trop, de ce qui se fait aux US pour faire des tubes à SCH, quitte à s'éloigner de ce qui faisait la singularité même de ce rappeur. Et en plus, Anarchie et Deo Favente, ils ont reçu des critiques beaucoup moins dithyrambiques qu'A7, aussi parce que A7, il a fracassé le paysage rap français, faut bien s'en rendre compte. Il y a un côté ultra iconique sur ce projet, les titres, les prods, tout, même la cover qui est une référence à Johnny Depp dans le film Blow. Voilà, ça c'est connu. Donc il y a des moments qui ont marqué pour des années le rap français. Par exemple, quand SCH il dit Papa me reniera jamais, je suis ni flic ni
Voilà, vous avez la suite, je pense, j'espère. Il sera repris par Dinos lors du feat entre les deux rappeurs sur Autobahn. Bon, j'ai évidemment déjà parlé du fameux Pas loué sur Champs-Élysées qui est resté gravé dans toutes les mémoires. Mais il y a une phrase dont j'ai pas parlé et elle a dépassé les barrières même du rap et a fini par être un slogan dans des manifs. La légendaire. Se lever pour 1002, c'est insultant. Et je pense que s'il y a tellement de choses iconiques et marquantes sur cette mixtape au final, puisque ce n'est qu'une mixtape, entre guillemets, c'est parce que A7, c'est l'œuvre d'une vie, tout simplement. Ma vie sur un disque. Voilà, c'est une phrase sur fusil et ça montre bien ce truc-là. En fait, A7, c'est ce que SCH recrache de l'accumulation de ses expériences, ses souvenirs de ses 22 premières années. Et malheureusement, ce dernier va souffrir entre guillemets de la force d'A7. Bah oui, nous sortir un tel projet pour ton entrée dans le paysage rap français, ça condamne toujours entre guillemets au fait que le public il va toujours se rapporter à cet album de référence et comparer chaque sortie que tu feras à ce premier projet qui est si fort. Et SCH n'est pas le premier à être victime de cette malédiction. Victime au final du fantôme d'A7, on peut dire, victime de son chef-d'œuvre. On peut parler de Caris qui sera toujours ramené à Or Noir, ou Booba qui était, fut un temps, toujours ramené à Temps Mort. Dans le premier cas, Caris n'arrivera malheureusement jamais à se détacher de l'ombre beaucoup trop imposante d'Or Noir. Dans le deuxième cas, Booba aura réussi quant à lui à se détacher de cette malédiction du premier album qui est un chef-d'œuvre, notamment grâce à Westside qui semble être bien plus peaufiné, même si la formule Booba elle est quand même différente entre Temps Mort en 2002 et Westside en 2006. Et en plus, il a une carrière au final tellement longue et riche que pour des générations plus jeunes, ça se trouve, le prime de Booba, c'est Nero Nemesis, qui sera 10-15 ans après Temps Mort. Je vais pas plus développer ce truc-là sur Booba parce que j'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres podcasts focalisés sur les albums du Duc de Boulogne. La question est donc, est-ce que SCH arrivera à briser la malédiction du classique en premier projet ? Nous verrons ça dans d'autres épisodes car je compte bien passer au peigne fin toute la discographie de notre Marseillais à cheveux longs. Pour finir, prenez le temps d'écouter A7 et surtout de lire les paroles en même temps parce que la diction est si particulière que d'avoir les lyrics sous les yeux, c'est vraiment pas du luxe. Mais voilà, SCH ne commence pas avec Oui m'a gâté et c'est intéressant de voir comment ce projet classique, parce que oui, comme j'ai dit en intro, A7 est indéniablement un classique. Si quelqu'un vous dit le contraire, ça serait presque normal de lui faire une Tyson contre Holyfield, voilà, ou une Van Gogh, pour les plus artistes d'entre nous, où j'en étais. C'est intéressant de voir comment A7 pose les bases, et même on peut dire que c'est l'essence la plus pure de ce qui sera une des plus grosses têtes d'affiche du rap français de ces 10 dernières années. Sur ce, je vous dis à plus, prenez soin de vous, et écoutez du rap français. Salut tout le monde.